vous le vouliez, a tout fait pour l'avoir, et le grand tonton, Et là, j'aimerais tout savoir. Bon, merci. je ne vais pas vous faire je vais pas vous faire perdre du temps à présenter un homme qu'on ne présente plus, mais ça nous fait très plaisir que pour la sortie de son nouvel ouvrage, La vérité vous rendra libre, il nous rende cette petite visite et nous explique comment, même si nous avons déjà eu, au fur et à mesure de quelques vidéos, je pense quelques avant-goûts, comment il, promène son œil aiguisé sur les 40 années qu'on peut appeler les 40 piteuses françaises. Oui. Alors, on va certainement un peu rigoler ce soir, on va peut-être aussi avoir un ou deux mauvais souvenirs sur disons, les situations sur lesquelles l'unité de Charga va se porter. Je vous remercie vraiment tous de venir partager ça avec nous et je le remercie surtout. Merci Charles et merci à quelqu'un, je tiens à la remercier publiquement parce que elle a un fort caractère, je le sais, vu que certains le font remarquer, mais sans elle, rien n'aurait été possible. Je tiens à remercier Emmanuel Gall. Bravo. Bon. Merci beaucoup. Ben, merci de m'inviter. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci à ma chère fille d'avoir organisé ça. Merci à tout le monde. Alors, comme d'habitude, j'ai rien préparé. Donc, je vais y aller tranquille. Hein. Je sais pas ce que je vais vous dire, mais enfin, je vais vous le dire. Voilà. Et ça va être, je suis sûr, très intéressant. Mais la première question qu'on m'a posée, c'est mais pourquoi avoir écrit ce livre? Et c'est une bonne question parce que je rentre dans les librairies assez fréquemment. Et il y a quelques années, j'en sortais toujours avec 3 ou 4 livres. Et maintenant, j'en ressors plus jamais avec un livre. Donc, je regarde, et il n'y a rien qui me tente. Donc, on n'a jamais écrit autant de livres. Et j'ai vraiment l'impression que on n'a jamais écrit autant. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est quand même assez curieux. Donc, je me retrouve dans un monde où il y a une concurrence phénoménale. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à écrire? Peut-être qu'ils ont quelque chose à dire, mais ça ne se voit pas quand on les lit. Bon. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Je vais vous raconter 2 anecdotes qui expliquent pourquoi le livre peut être important. La première m'a été racontée par un homme qui s'appelait Arthur Laffer. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'économie, c'était celui qui était à l'origine de la courbe de Laffer. Vous savez, si vous baissez les impôts, les rentrées fiscales augmentent. C'est un truc qui marche assez bien. Si vous augmentez les impôts, les rentrées fiscales baissent. Et qui était le conseiller de Ronald Reagan. Et un jour, il m'a raconté ça. On était à Singapour à l'époque. Et il a posé la question à Ronald Reagan. Pourquoi avez-vous consacré votre vie à la lutte contre le communisme? Parce que c'est ce qu'avait fait Reagan. Et Reagan lui a répondu, ben voilà, j'étais à Los Angeles à la fin des années 40, au début des années 50, et il y a un homme qui est venu présenter son livre qui s'appelait J'ai choisi la liberté. Ça, c'était de... Comment il s'appelait déjà le gars qui avait... Kravchenko, voilà, Kravchenko, qui était le premier grand bouquin sur l'Union soviétique, le goulag, etc. Les lettres françaises ont fait un procès, il a gagné ses procès en France. Et ce qui s'est passé, c'était très intéressant. Donc, il présente son livre et sa thèse, c'était que les communistes avaient le sens du temps long, donc ils prenaient des mesures qui étaient solides, qui allaient durer, tandis que nous, il y avait un bateau qui coulait, on parlait que de ça, puis la semaine d'après, on parlait d'une actrice qui s'était pété la gueule à la ski, puis la semaine d'après, donc on avait une espèce d'actualité extraordinairement volatile, et finalement, on ne s'intéressait à rien du tout, on allait se faire bouffer sur le long terme. Et Kravchenko dit ça, et il y a un type qui se lève dans la salle, et qui dit Monsieur, vous avez certainement raison, mais à partir de ce jour, je vais consacrer ma vie à la lutte contre le communisme, et c'était Reagan. Et c'était en 49 et en 89, après une vie de combat, et l'aide de Jean-Paul II et de Margaret Thatcher, le communisme est tombé. Donc vous ne pouvez pas sous-estimer le pouvoir du livre. Je veux dire, ce qui est très important, c'est pas le nombre de livres que vous allez tirer, mais c'est qui va le lire.
Parce que peut-être y a-t-il quelqu'un qui va lire ce livre, qui en aura lu d'autres, et dont ça va changer la vie, et dont ça va changer, et qui permettra de changer ce pays dans 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas comment l'esprit circule. Comment, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc. Donc vous cherchez pas à vendre à des millions d'exemplaires, vous cherchez simplement si on pouvait toucher 12 gars qui changent le monde, comme ceux qui ont écrit les évangiles, ça suffit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première chose que je vous ai racontée, c'est l'importance, non pas de la diffusion, mais de la réception du livre, la qualité de la réception, en quelque sorte. Ça me paraît déjà un élément très fort. Et puis alors, la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup frappé un jour, et c'est peut-être la raison profonde pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que j'étais un jour chez des amis juifs, et il y avait un rabbin, et donc on commence à parler des évangiles, parce que ils aiment bien parler des évangiles, les rabbins, parce que c'est la filiale qui a réussi, vous savez. Puis, ça les agace, mais enfin, quand même, ils en sont vaguement fiers, quand même, enfin, ça les agace. Donc, et alors, je lui dis, bon, il me dit, il y a quelque chose d'extraordinaire dans les évangiles, c'est, pour ceux d'entre vous qui les ont lus, à un moment, le Christ s'en va dans le désert, il en a marre, il y a tous les gens derrière lui, et puis, il n'y a rien à bouffer, il se retourne, il voit tous ces gens, des femmes, des enfants, des vieux qui sont là, qui n'ont rien à bouffer, et qui le regardent, en disant, qu'est-ce qu'on fait? Et le Christ se retourne, les regarde, et les aime. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à ce moment-là, me dit le rabbin, c'est la première fois dans l'histoire qu'un homme public se retourne, voit une foule et l'aime. Dans toute l'histoire, la foule était toujours considérée comme un truc dangereux dont les chefs avaient peur. Donc c'était la première fois qu'on disait, le petit peuple là, il n'est pas dangereux, il demande que... Bon, ensuite il y a eu la multiplication des pains avec les poissons et tout, mais... Donc c'était très étonnant, et ça a traversé à peu près 20 siècles de notre histoire, dans le christianisme, c'était que les types qui étaient au pouvoir, quelque part, les rois de France, un certain nombre de hauts dignitaires ou n'importe quoi, ils aimaient leur peuple. Oui, ils aimaient leur peuple, ils aimaient les petites gens. Ça les gênait pas, ils étaient... Et ce qui se passe depuis 50 ans, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que les élites n'aiment plus le peuple. C'est un phénomène qui s'est passé dans les 50 dernières années. Ils ne l'aiment plus du tout. Ils en ont peur, ils le détestent, ils le méprisent, mais ils n'aiment plus les petites gens. C'est un truc tout à fait extravagant. Et les petites gens sont très bien. Hein. Petites gens, c'est pas, quand je dis petites gens, c'est pas du tout un truc péjoratif. Hein. C'est simplement les gens qui sont là, qui se bossent, qui se lèvent le matin, qui se donnent du mal, qui essayent d'élever une famille. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés pour que les types qui arrivent au sommet, les élites, qui soi-disant montent par un système de mérite, n'aiment plus ni le pays dans lequel ils sont, ni les peuples dont ils ont la charge. C'est quand même quelque chose d'étonnant, quoi. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais Macron est le premier président qu'on a eu, ou le premier roi de France, qui n'aime ni la France, ni son peuple. Ouais, ça me laisse pantois. Parce qu'en principe, pourquoi il est là? Oui, mais il ne sait pas lui-même. Sans doute pour détruire ça, mais enfin, je ne vois pas quel est l'intérêt. Donc, c'est la vraie raison, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens au pouvoir sont-ils ce qu'ils sont? Sont-ils devenus ce qu'ils sont? Et donc, vous savez, j'écris dans l'Institut des Libertés une fois par semaine, puis je fais des émissions. Ça s'est passé de façon curieuse, les émissions, c'est qu'il y a un type qui est venu m'interviewer, puis il y a 300 000 personnes qui ont regardé. Et on s'est dit, donc si je comprends bien, quand j'écris un papier, il y a 20 000 personnes qui le lisent si tout va bien. Et si je dis 3 bêtises en 5 minutes, il y a 300 000 personnes qui regardent. Donc on s'est dit, on se trompe de médias, là. Plus personne ne lit, tout le monde regarde. Donc on va faire un peu plus de regards, si c'est ce que les gens veulent. Mais donc l'Institut de Liberté Média, ça a commencé bien après l'autre. Mais enfin, ça marche assez bien. Et donc, j'ai réfléchi et j'ai été regarder tous les papiers que j'avais écrits depuis 10 ans à peu près, c'est-à-dire à peu près 400 papiers, qui sont que vous pouvez consulter, qui sont sur l'Institut des Libertés, qui sont consultables librement. J'ai regardé ces papiers et j'ai vu qu'il y avait une série de papiers, si on les mettait en forme, qui décrivaient un monde qui était un peu curieux, c'est-à-dire un monde où une classe de globalistes, je les décrirai autrement plus tard, mais appelons-les comme ça pour l'instant, une classe de globalistes, ils s'unissent les uns aux autres pour prendre le pouvoir sur les peuples, justement, parce que très souvent, ils sont internationaux, ces gars-là,
ils prennent le pouvoir sur les peuples, et quels sont les moyens qu'ils ont utilisés pour prendre et consolider ces pouvoirs? Parce qu'ils prennent un pouvoir, on ne peut plus les virer par l'élection. Ils ont pris le contrôle de toute une série d'activités qui ne sont plus du domaine politique, qui peuvent être du domaine administratif ou réglementaire, ou judiciaire, et où l'élection ne change jamais rien. Donc vous avez maintenant la moitié des États qui ne répondent plus aux politiques et qui répondent à ces gars-là qui sont ce que j'ai appelé des petits hommes gris. Vous savez qu'ils sont là, ils rament, ils sont toujours présents. Dès que vous essayez de faire quelque chose, ils vous en empêchent. Mais vous les voyez jamais. Vous avez l'impression que vous avez affaire à des ectoplasmes, mais ils n'ont jamais un visage. C'est assez curieux. Donc j'ai repris ces articles, ces série d'articles cet été, et je me suis dit, je vais essayer de raconter une histoire. Vous savez, dans mon vrai métier, qui est d'expliquer aux institutions financières ce qu'elles doivent faire de l'argent de leurs clients, parce qu'elles ne savent pas, hein. Mais enfin, ça c'est... Enfin, donc, mon fils, qui est mon patron, parce que c'est lui qui a créé la firme avec moi il y a 25 ans, ou je ne sais plus combien, mais à la condition que ce soit lui le chef et pas moi, parce que j'ai pas envie d'être un chef. Et mon fils dit à tous les gens qui travaillent avec nous, si vous écrivez un papier, il faut que vous racontiez une histoire. C'est les gens, quand ils ont peur, leur papa allait les mettre au lit, et avant, il leur racontait une histoire, et comme ça, ils s'endormaient tranquillement. Donc, raconter une histoire, c'est un truc extraordinairement important. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, et si possible, que ça se termine bien, quoi. Vous voyez, c'est là. Donc, je me suis dit, je vais prendre tous ces papiers qui n'ont pas de début, de fin, et je vais essayer d'en faire un livre. En mettant les papiers pour montrer que tout ça, pour celui qui aurait lu tous les papiers et qui aurait fait l'effort d'en faire une synthèse, il serait peut-être dit, oui, je vois à peu près ce qu'il veut dire. Mais je pensais que autant le faire moi-même, comme ça facilitera la tâche des gens. Donc voilà, il y a 3 parties dans ce livre, ce qui n'est pas bien original. Alors, la première partie, c'est un peu société de méfiance contre société de confiance. C'est-à-dire que ces gars-là qui ont peur de nous, qui prennent le contrôle des instruments réglementaires, de la justice, de tout ce que vous voulez, tous ces outils-là, ils vont vouloir nous contrôler. Parce qu'ils ont peur de nous, donc ils vont essayer de mettre des tas de contrôles partout, si vous voulez. Et dans une société normale, comme la société, je sais pas, suisse par exemple, il n'y a pas de contrôle. C'est le citoyen qui respecte la loi, et s'il ne le respecte pas, les autres citoyens vont lui faire une tête au carré. Je veux dire, mais ce n'est pas un appareil étatique. Je crois que la vitesse est limitée sur les autoroutes en Suisse à 130 ou 140, je ne sais plus combien. Et si vous la dépassez sur une autoroute en Suisse, vous recevez des coups de téléphone de tous les gars que vous avez dépassés, et qui vous disent, dites-moi, hein, vous n'aviez pas le droit. Et, parce que dans la Suisse, vous avez des registres, des numéros de voiture, et à qui est la voiture. Donc, c'est pas un instrument de contrôle, c'est le Suisse qui contrôle les autres Suisses, ce qui n'est pas rigolo. Être citoyen, c'est pas marrant, hein. Il vaut beaucoup mieux être un sujet, parce que comme ça, on est tranquille, on obéit parce qu'on a peur, mais là, vous obéissez parce que vous devez. Moi, j'ai une histoire que je raconte toujours qui est vraie. C'est que j'étais à Zurich un jour, et j'allais à une banque qui s'appelait Guyer-Zeller Zurmont, qui était quelque part près du lac. J'arrive dans la gare, je demande mon chemin à un flic qui était là. Et il me dit, bon, vous prenez la première à gauche, deuxième feu à droite, troisième feu à gauche, etc. Je lui dis merci beaucoup. Il me dit, non, pas merci beaucoup, répétez. Donc, vous voyez, ça c'est la Suisse pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est pas la France, quoi. C'est quand même, c'est pas la France, quoi. Voilà, c'est autre chose, mais une société de citoyens, c'est pas marrant. Bon. Donc, ce bouquin est en 3 parties, société de méfiance contre société de confiance. Donc, le but, c'est d'arriver à se faire confiance les uns aux autres, et en particulier à ce que l'administration nous fasse confiance. Qu'on ne soit pas automatiquement présumé coupable. Quand vous êtes en face de l'administration, surtout quand vous avez des problèmes fiscaux, immédiatement, ils commencent à vous considérer comme coupable, ce qui est un peu désagréable si vous ne l'êtes pas, quoi. Et encore plus si vous l'êtes, d'ailleurs. Mais enfin, ça, c'est...
Bon, donc la première partie, c'est société de promesse. Et alors, ce que je fais là-dedans, dans cette première partie, c'est que je dis comment ils nous contrôlent, ces cochons-là. Comment ils nous contrôlent? Ben, le premier outil de contrôle, c'est le langage. Ça s'appelle le logos, en grec. Si vous contrôlez le langage, si vous contrôlez le logos, vous pouvez contrôler la population. Je m'explique. J'ai remarqué il y a à peu près 30 ou 40 ans que d'un seul coup, il y avait tout un tas de mots qu'on n'avait plus le droit de lire. Si vous disiez patrie, vous étiez un Ronsard. Si vous disiez famille, vous étiez un Cornio. Si vous disiez honneur, alors là, plus personne ne sait ce que c'est que l'honneur, enfin, on va dire c'était... Et donc, il y a un certain nombre de mots qui sont exclus. Donc, si dans le débat public, vous dites ces mots, c'est ce que disait Solzhenitsyn, la langue commune, le novlangue, là, c'est pas un machin qui sert à véhiculer la vérité, c'est un machin qui sert à repérer les gars qui parlent pas comme tout le monde. Et dès qu'ils se mettent à parler normalement, tout le monde se tait, on se dit mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Et hop, on les prend, on les met dans un camp. Ils s'auto-identifient eux-mêmes par le langage qu'ils utilisent. Donc, nous empêcher de parler librement, nous forcer à utiliser certains mots, c'est une façon pour nous de nous coucher devant eux. Mais si vous voulez être invité à la télévision, à la radio, ou vous voulez publier des livres, vous avez intérêt à le faire, parce que sinon, vous ne serez jamais commenté, jamais publié. Mon premier livre, Les lions menés par des ânes, il a été envoyé, je crois, 13 ou 14 fois à tricher. Le résultat, c'est pas qu'il a changé sa politique qui était débile, il aurait dû. Le résultat, c'est qu'il a téléphoné à Lafon, qui était mon éditeur, en disant « Vous ne prendrez plus jamais un livre de ce gars-là ». C'est parce que je rompais cette espèce de langage commun, que l'euro c'était merveilleux, qu'il allait faire beau tout le temps, mais pleuvoir que pendant la nuit, enfin des conneries quoi. Et donc voilà, c'est donc la première des choses, c'est le logos. Et ensuite, comment vous détruisent-ils une fois qu'ils ont repéré que vous n'étiez pas comme tout le monde? Ben, ils utiliseront deux techniques, et ça je le dois à Chantal Delsol, qui l'a très bien identifié dans un de ses livres. Ils vont vous ridiculiser d'abord, et ensuite vous excommunier. Je m'explique, la première des choses, c'est de dire, bon, si vous parlez, je ne sais pas, de la famille, de la patrie, vous êtes un vieux ringard, il n'y a rien à en tirer. Donc, alors on vous invite à la télévision, vous êtes dans un débat, vous avez 4 ou 5 types qui sont en face de vous, il y a vous qui êtes le ringard de service, il y a les 4 autres qui pensent la même chose, et ils vous tombent tous dessus, et donc la population a l'impression qu'on est l'excité de service, le type qui est incapable de discuter avec les autres. Donc, ils ne font pas l'erreur de vous mettre 1 à 1, ils vous mettent 1 contre 4 en disant, vous voyez, celui-là, il ne pense pas comme les autres. En fait, ils pensent tous pareil. Et vous êtes le seul à ne pas penser. Et donc, ils vous ridiculisent en disant que vous êtes... Personne ne pense comme vous êtes complètement ridicule. Ça, c'est le ridicule. Et puis ensuite, si vous continuez à agacer les gens, ils vous excommunient. C'est-à-dire que si vous êtes professeur, bah, vous n'avez plus accès à plus aucun cours. Vous n'avez plus accès au voyage d'études à Tahiti pour vérifier je ne sais quel... Tout ça, c'est très dur. Hein, comment voulez-vous qu'ils vivent noblement, ces gens-là, sinon? Et donc, vous êtes exclu, vous allez terminer votre vie dans le Gers à 50 balais. Alors, vous avez plein de choses à dire. Mais vous ne pouvez pas les dire puisqu'on vous a interdit d'écrire, d'enseigner, mais sans jamais vous interdire. Vous aviez 4 cours à la fac, vous n'en avez plus qu'un, qui se trouve être à 10h du soir le vendredi soir. Vous voyez, donc c'est tout un mécanisme d'exclusion où vous faites virer doucement. Et donc, après ça, quand vous écoutez la télévision, vous dites, mais ils disent tous la même chose. Mais ceux qui ne disent pas la même chose, il y en a plein, mais ils ne seront jamais invités. Dire la même chose, c'est la condition sine qua non d'avoir sa tête à la télévision tout le temps. Sinon, vous n'avez aucune chance. Donc, c'est la façon dont ils procèdent. Donc, le logos. Et puis, dans le dernier chapitre, j'essaie d'expliquer comment on avait, dans le passé, réussi à bâtir des sociétés libres en s'appuyant sur les travaux d'un type qui s'appelait Locke, qui était un Anglais de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe, qui a parfaitement expliqué comment bâtir une société libre. Et ça passait par le contrôle. Alors, quel est le problème que nous avons dans les sociétés,
que nous avons dans les sociétés politiques, toujours le même, c'est que vous êtes une nation. De cette nation sort un État. Et cet État a comme objectif de protéger cette nation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il existe. C'est une espèce d'émergence naturelle, quoi. Mais une fois que vous avez fait monter cet État, vous lui donnez ce que Weber appelait le monopole de la violence légale. C'est-à-dire qu'il peut vous mettre en tôle, il peut vous couper la tête, il peut vous lui donnez la possibilité de vous martyriser à cet État. Donc, le vrai problème de la science politique, il y en a un. Une fois qu'un État a émergé d'une nation, comment les nationaux se protègent-ils contre les gars qui prennent le contrôle de l'État et qui sont fous? Et au bout d'un certain temps, même si vous rentrez parfaitement normal dans l'État, au bout de 10 ans, vous êtes fou. C'est une caractéristique. Donc, vous avez comment je contrôle un État qui peut me martyriser? Ben, la seule façon, vous le contrôlez par le pognon, le vote des impôts, parce que vous avez comme actif le droit de propriété. Si vous avez beaucoup d'actifs à vous, ils ne peuvent pas trop vous massacrer. Et la liberté de parole. Et ce que dit Locke, donc la tolérance, il disait Locke. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Locke, il a écrit un traité sur la tolérance qui était très intéressant, qu'il faut lire. Mais il disait quelque chose qui m'a stupéfait quand je l'ai lu, parce que c'était quand même l'origine du libéralisme. Il disait alors, tout le monde est tolérant là, en Angleterre, sauf si vous êtes catholique. Ah bon? Pourquoi, disait Locke? Parce que les catholiques obéissent à un monarque étranger, le pape. Donc si vous faites partie d'une société et que vous ne respectez pas les règles fondamentales de cette société, vous ne pouvez pas en faire partie. Je ne sais pas si ça vous amène à quelques réflexions sur le système actuel, mais il y a tout un tas de gens qui sont chez nous et qui n'ont pas l'air de vraiment respecter nos sociétés, quoi. Je veux dire, de vouloir vivre dans nos sociétés selon nos règles de droit. Donc c'est amusant de voir qu'à l'origine du libéralisme, Locke avait très bien vu qu'on ne peut exister dans une société que si l'ensemble des citoyens acceptent les règles fondamentales de cette société. Donc je fais tout un chapitre sur Locke pour expliquer ce que c'est. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, j'explique comment ils se sont attaqués à tout ce qui fait l'essentiel d'une vie. C'est-à-dire que si vous regardez ce que c'est le libéralisme, c'est que vous êtes un homme, bien sûr, ou une femme, mais vous êtes inscrit dans toute une série de choses. Un club, des entreprises, je sais pas, une association de supporters, une école. Vous voyez, vous avez toute une série d'activités. Donc ces gens qui sont au sommet, là, cette classe internationale, là, ils veulent que nous n'ayons aucune attache, que nous n'ayons rien sur lequel nous appuyer. Ils veulent que nous soyons tout seuls. Il y a un État gigantesque dont ils ont pris le contrôle, et que des individus, pas des individus organisés, mais des individus un par un, parce que c'est beaucoup plus facile à... Donc ils vont essayer de détruire tout ce qui fait notre vie, quoi. C'est-à-dire l'école, elle a été détruite, merci, les entreprises, c'est fait. Et vous vous rendez compte, c'est ce que je mets, ils ont détruit tout ce qui permet à des individus de s'insérer dans quelque chose qui les dépassait, mais qui n'était pas l'État. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et puis la troisième partie, j'explique pourquoi ils vont échouer. Et ils vont certainement échouer. Attendez ça. Je vais vous lire un truc parce que au début de chaque chapitre, j'ai mis une petite citation. J'ai 3 grands hommes, hein, je m'en excuse. C'est des mâles blancs. Non, c'est pas vrai, il y en a un qui est noir. Pardon. C'est Thomas Sowell qui est noir, vous savez. Et là, il a une phrase absolument remarquable. Il dit, que j'ai mis au début du chapitre 7, « Si vous avez toujours cru que le monde devait jouer selon les mêmes règles et être jugé selon les mêmes normes, cela aurait valu d'être qualifié de radical il y a 60 ans, de libéral il y a 30 ans et de raciste aujourd'hui. » On s'en pointe. C'est tellement ça. Donc, ce qu'on disait qui vous paraissait parfaitement normal aujourd'hui, si vous le dites, on vous traite de vieux corneaux, vous n'avez rien compris, quoi. Alors, la dernière partie, c'est la défaite des technocrates, les raisons d'espérer, etc. Et le vrai problème, ce que j'essaie de montrer là-dedans, c'est que cette classe a tenu le monde depuis 1945 et a développé son pouvoir grâce à 2 outils qu'elle contrôlait. Le premier, c'était le dollar.
Et avec le dollar, vous aviez besoin du dollar pour vous acheter de l'énergie. Comme l'économie, c'est de l'énergie transformée, si les États-Unis décidaient que vous aviez une seule tête et que vous sortiez des pieds, eh bien, ils vous mettaient simplement, ils vous interdisaient l'accès au dollar, vous n'aviez plus d'énergie et votre économie se viandait. C'est ce qu'ils pensaient avoir fait avec la Russie, avec M. Le Maire et sa fameuse formule « ils vont mourir en 24 heures ». Sauf que les Russes l'avaient vu arriver, ils avaient organisé des systèmes de paiement qui marchaient. Donc, avec ce dollar et ce contrôle de l'énergie, ils contrôlaient toute l'économie à faible coût. Mais là, ils ont fait une énorme erreur, c'est d'attaquer la Russie. Parce que la Russie avait vu le coup arriver. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont dit « Bon, on ne peut plus vendre nos ressources pétrolières énergétiques à l'Europe, donc on va les vendre à la Chine. » Donc ils sont retournés, ils ont fait un West-Est, la paf, et ils sont mis vendre à la Chine. Et tout le monde m'a dit « Ça y est, la Russie devient une colonie de la Chine. » Et ce que les gens n'ont pas vu, c'est que pendant que les Russes faisaient ça, ils passaient aussi des accords monstrueux pour construire des lignes de communication qui descendraient de la Russie, à peu près de la Crimée, vers l'Inde, au travers de tout le subcontinent asiatique, comme ça, jusqu'au Pakistan, en passant par tous les pays, Syrie, Irak, etc. Et vous voyez, si vous faites ça à ce moment-là, et l'Inde, pour la première fois de son histoire, a accès, c'est le pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard, hein, a accès à toutes les ressources produites dans l'Asie du Nord, sans passer par les mers, c'est-à-dire sans que les États-Unis puissent contrôler, et payable en roupies, et non plus en dollars. C'est-à-dire que d'un seul coup, toute cette zone de l'océan Indien se branche sur les matières premières de la Russie, et ça va être le boom du siècle. Toute l'année qui vient, tous les siècles, le prochain siècle, c'est le boom de l'océan Indien. Ça va être incroyable. Et nous, comme on est habile en Europe, et qu'on n'a rien vu venir, on a décidé de se couper de ce boom. Donc on va rester tout seul dans notre petit coin, comme Venise, quand on a découvert l'Amérique, l'Amérique du Nord. Vous voyez, tout est passé de Venise à Amsterdam, et puis Venise, c'est devenu un superbe pays de bronze cul, puis voilà, il n'y avait rien. Et c'est ce qui va arriver à l'Europe. On s'est coupé volontairement. Normalement, nous aurions dû avoir des accords avec, mettons, la force militaire qui aurait été la France et la Grande-Bretagne ensemble, l'industrie c'eût été l'Allemagne, on a passé des accords avec la Russie, et c'est nous qui avons dû développer tout ça, parce que c'était notre territoire. On s'est débrouillé pour se le faire barboter, pour rien. Pour rien, je ne sais pas pourquoi on a tout abandonné comme ça. Et ça pose la question de la souveraineté militaire de l'Europe. Alors, je vais vous citer un proverbe que j'aime beaucoup, qui est un proverbe finlandais, qui dit que dans un pays, il y a toujours une armée. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et ils savent très bien, hein, parce que d'un côté, ils avaient les Suédois, c'était quand même des grosses brutes jusqu'au XVIIe siècle. Maintenant, il n'y a pas plus gentil que les Suédois, mais à l'époque, ce n'était pas des faciles. Hein. Et puis de l'autre côté, il y a la Russie. Alors, ils ont donné, les Finlandais. Hein. Donc, essayons de raisonner comme ça. Nous n'avons plus de matières premières, c'est bien. Nous n'avons pas d'armée. D'abord, on n'a pas d'enfants. Pour faire une armée sans enfants, ça va être dur. Hein. Bon. Alors, l'armée en Europe depuis 50 ans, ça a donc été l'armée du pays d'à côté, ça a été les États-Unis, l'armée américaine. Mais je montre dans ce livre à la fin que le système budgétaire américain va exploser. Ils vont plus s'en sortir, ils dépensent trop d'argent, ça va sauter. Donc ils vont être obligés de couper dans une des 3 grandes dépenses de l'État. Les 3 grandes dépenses de l'État, c'est le service de la dette, c'est la Sécu, et c'est la défense. À votre avis, dans laquelle des 3 les Américains vont couper? Ben, la défense. Hein. Donc ils vont nous faire en Europe un coup à l'Afghan. Un jour, on apprendra qu'ils ont repris toutes leurs affaires, ils leur ont laissé quelques armes, mais qu'ils ne sont plus vraiment intéressés par nous, ils ne veulent plus nous défendre. Alors, quelle sera l'armée européenne à ce moment-là qui va contrôler l'Europe? Ben, vous rigolez, ils n'ont pas un enfant, puis ils n'ont plus d'armée. Ils sont tous syndiqués. La Turquie? Ben, il vous en avez que 2, la Turquie, ce qui est déjà un truc intéressant, et l'autre, c'est la Russie. Donc, il va falloir que nos hommes politiques choisissent dans les 20 ans qui viennent
Laquelle des deux ils veulent? Hein? Je sais pas, moi. Alors, les Allemands, ils osent choisir les Turcs parce qu'ils ont déjà le tiers de la population qui est turque. Je peux dire une connerie? Oui, oui, je peux. Bon, alors, ben nous, on n'a pas choisi les Turcs, on a choisi les Arabes. Bon, alors si l'armée maintenant, ça devient une armée arabe, on va encore prendre une branlée parce que les Turcs, ils ont toujours foutu des branlées aux Arabes. Hein. J'ai honte. Hein. Quand je fais status, mon fils me vire, il me dit t'as pas le droit de dire ça. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous arrivons maintenant dans une période où tout le reste du monde, c'est-à-dire le non-Ouest, va connaître un boom extraordinaire, qu'on va avoir un nouveau système monétaire qui sera plus centré sur le dollar, et que nous, en s'arrimant au bateau américain, eh ben, je ne vois pas très bien ce qu'on va faire parce qu'on n'a aucune option à partir du moment où on est armé au bas. Par exemple, la France avait une diplomatie séparée des États-Unis et n'était pas dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, ce qui fait que des gens pouvaient discuter avec nous en se disant « Tiens, ils ne sont pas complètement à la botte des États-Unis ». Depuis Sarkozy, qui a été le pire de tous, pourtant il y avait une concurrence sévère, mais eh ben, maintenant on n'a plus ni armée ni diplomatie. Donc on n'a rien à vendre au reste du monde. Donc ça va être dur, mais par contre, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, c'est que qu'est-ce qu'on a vendu depuis 20 ans à tous ces pays-là? Un peu, non plus. Oui, mais enfin, ils les font assez bien. Maintenant, les Russes ne sont pas mauvais pour ça. On leur a vendu de la dette. Ils nous ont acheté plein de dettes, ces corneaux. Et qu'est-ce qu'on a acheté? Des tas de produits. Ben maintenant, ils ne vont plus vouloir prendre de notre dette puisqu'on est en faillite. Donc, notre niveau de vie qui a été, depuis 20 ans, un niveau de vie faiblement gagné et puis un gros niveau de vie emprunté, la somme des deux faisant notre niveau de vie, ben, la partie empruntée, et on n'a personne à qui emprunter. Plus personne ne va nous prêter. Donc votre niveau de vie va se ratatiner. Et ça va entraîner une baisse de nos monnaies phénoménale. Ce qui veut dire que dans les années qui viennent, celui qui sera en train de produire en Europe et de vendre aux pays asiatiques ou à la Russie ou je ne sais pas quoi, il gagnera des sous gros comme lui. Et le fonctionnaire qui touche sa rente, et à la fin du mois, il pourra s'acheter une baguette de pain avec. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir le plus extraordinaire transfert de richesse qu'on ait eu depuis 50 ans, du rentier politique qui ne sert à rien vers l'entrepreneur qui sert à quelque chose. Moi, je trouve ça au poil. Et je vois pas pourquoi c'est une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Sortir de la dictature des fonctionnaires pour rentrer dans un endroit où on sera payé en faveur de ses mérites. Vous savez la blague que faisait un sociologue que j'aimais beaucoup, qui est français, qui disait en France, les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, ce qui est vrai, et la raison qu'il en donnait, c'était parce que dans le libéralisme, ils seraient payés à leur vraie valeur. Ben, j'espère que M. Bernard-Henri Lévy, M. Minck, etc., vont être enfin payés à leur vraie valeur, et que moi, je serai payé à la mienne. Voilà. Voilà, maintenant je prends les questions si vous voulez. Mais vous voyez, c'est trois parties. La troisième est pleine d'espoir, mais pas tellement pour nos pays. Ce que je dis aux gens, ils me disent, mais t'es très pessimiste. Je leur dis non, je ne suis pas pessimiste du tout. Je suis en train de vous expliquer qu'il va y avoir un pet dans nos sociétés, comme quand le mur de Berlin s'est effondré pour les sociétés communistes. Donc aujourd'hui, 10 ans après, quand le mur de Berlin s'est effondré, c'était une très bonne nouvelle pour les Tchèques, les Hongrois, les Russes, parce que 10 ans après, ils sont quand même beaucoup mieux. Mais les 10 premières années, donc on va avoir 10 ans de dur. Mais voilà, moi ça me paraît plutôt rigolo. On va enfin commencer à s'amuser à nouveau parce qu'on sera libre. Aujourd'hui, on vous maintient dans une espèce d'état léthargique de crétinerie et d'électroencéphalogramme plat. Et bien ceux qui vous maintiennent dans cet état-là, ben, ils vont disparaître, ils vont se retrouver là où ils méritent d'être, je ne sais pas où. Et puis ceux qui sont prêts à bouger, en chinois,
le même sigle représente crise et opportunité. Donc, on rentre en crise de notre système social, mais ça veut dire des opportunités monstrueuses. Voilà, donc c'est pour ça que je suis optimiste. On va commencer à prendre des questions. Alors, vous êtes nombreux. Des questions aussi brèves que possible et aussi peu de témoignages que possible. Moi, ce que je faisais toujours dans ce cas-là, question, je disais, est-ce qu'on pourrait ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Parce que un petit peu d'air. Oui, merci beaucoup. Question relative au titre. La vérité pour rendre libre. Pourquoi cette référence à Jean 44, si je ne dis pas de bêtises? C'est une référence de Saint Jean parce que, si j'ose dire, je le dis dans le livre, c'est que le prince du mensonge a pris le contrôle sur le monde. Tous ces gens sont des suppôts du diable, il ne faut pas raconter d'histoire. Hein. Et donc, ce que je dis simplement, c'est que sortez des propos diaboliques, sortez de l'atmosphère diabolique, retrouvez la vérité, et pour devenir libre. Ça vous va? Monsieur. Deux questions. Première question, ça concerne la finance verte, l'institut de la finance. Qu'est-ce que vous pensez de la finance verte, le microcrédit, la microfinance? J'ai une autre question plus générale. J'ai bien écouté votre raisonnement. J'ai une vidéo passionnante, on apprend beaucoup de choses. Merci. Est-ce que au-dessus de problématiques financières et économiques, n'y a-t-il pas d'abord une problématique civilisationnelle et anthropologique? C'est parce qu'on est démoralisé, qu'on a fait raison d'anthropologie, qu'on s'effondre progressivement économiquement. Alors que d'autres pays ont maintenu des blocs civilisationnels. Oui, la Hongrie se donne un mal de chien. Alors, la finance verte, je vais vous dire un truc. Vous prenez un mot et vous en ajoutez un deuxième. Et en général, ça veut la justice sociale, ça fait rigoler tout le monde, quoi. Tout le monde dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou la justice militaire, c'est guère mieux, quoi. Donc, la finance verte, c'est ni vert puisque ça amène à aucun progrès. Les moulins à vent et les miroirs magiques, ça fait pas d'électricité, ça sert à rien, ça coûte du pognon, ça enrichit une série de gars. Donc, c'est pas vert. Et ce n'est pas de la finance, parce que la finance, vous faites vos investissements en fonction de la rentabilité marginale du capital investi, et que là, c'est n'importe quoi, puisque vous perdez du fric, tous ces trucs-là n'existeraient pas sans subvention. Donc la finance verte, c'est comme, je sais pas, l'eau sèche. Vous voyez, pour ajouter de l'eau, ça devient mouillé, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Et la question sur les civilisations, ben on travaille, de temps en temps, on fait des émissions avec Emmanuel, d'ailleurs, sur des projets. Il y a à peu près un an, on avait fait une émission sur Mais qu'est-ce qui arrive à nos garçons? Je ne sais pas, vous l'avez peut-être regardé. On essayait de traiter un peu ce sujet. Et là, il y en a une qui va sortir la semaine prochaine, qui sera Mais qu'est-ce qui arrive à nos filles, quoi? Parce qu'on a bâti une société où apparemment les garçons sont malheureux comme des cailloux dans leur coin, et les filles sont malheureuses comme des cailloux dans leur coin aussi. Donc, on a loupé une marche quelque part. Et ce qui me terrifie, moi, c'est que toutes les statistiques démographiques montrent qu'une femme qui n'a pas eu d'enfant à 30 ans a simplement une chance sur 2 d'avoir des enfants après. Et ça, on ne le dit pas aux femmes, on dit vous pouvez attendre jusqu'à 40. Donc ça veut dire que vous avez plein de femmes qui attendent, qui se disent ben maintenant j'ai 30 ans, je vais faire un petit là ou deux. Et puis ça ne marche pas, et elles se retrouvent sans enfants. Et avec une vie très très longue devant elles, où il ne se passera plus jamais rien. Donc je suis en train de dire qu'il y a, dans ce prince du mensonge, il a menti aussi aux femmes sur ce qu'elles veulent vraiment, il a menti aussi aux garçons sur ce qu'ils veulent vraiment, il a menti sur la durée du temps qu'ils ont en face d'eux. Donc c'est vrai, aujourd'hui, la première des choses, c'est de permettre aux gens de prendre des décisions en connaissance de cause. Vous pouvez être une femme et ne pas vouloir avoir d'enfant, mais vous ne pouvez pas dire vous pouvez attendre jusqu'à 40 ans. Parce que ça, vous mentez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut ramener, et quand c'est quelque chose qui m'a sidéré dans ma vie, c'est que dans les 10 dernières années, il est arrivé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est quand j'étais jeune, je cherchais les faits, puis ensuite on discutait comment, l'explication, comment les... Bref. Et aujourd'hui, à ma grande stupéfaction, quand je parle à des gens, à la radio, à la télévision, etc., il y a des faits de gauche et des faits de droite. Alors ça, c'est nouveau. Parce que les faits, c'est des faits, quoi. C'est pas dit de gauche ni de droite, c'est. Alors maintenant, si vous faites appel à certains faits,
On vous dit, ah, mais t'es un type de droite, toi. Je dis, comment? Parler de la réalité, c'est être de droite? C'est quand même bizarre, quoi, j'en sais rien. Donc on est passé d'une société scientifique, où on essayait de comprendre les faits, à une société magique, où c'est les faits comptent pas, c'est le regard que je porte sur les faits qui est important. Je m'en fous de ton regard. Ça m'intéresse pas ton regard. Sur le fait, aucun intérêt. Bonjour, regarde, j'aurais deux questions. La première, c'est sur la. J'ai l'impression que pour moi, il y a une dialectique en France entre la nécessité de renforcer l'État, donc sur le régalien, retrouver une souveraineté nationale, Ouais. et en même temps diminuer le poids de l'État. On a l'impression qu'en fait, il y a une confusion, parce que chacun prend une partie du problème, peut avoir une approche globale. Et la deuxième question, c'est sur l'euro. Vous aviez, Vous tombez sur le mauvais gars, là. Hein. vous aviez il y a une dizaine d'années prévu la faillite de l'euro, et vous aviez dit même ce que vous n'avez pas prévu, c'est que les institutions européennes fassent une espèce de coup d'État Permanent. pour faire durer cette structure. Oui. Et, c'est compliqué, mais en fait, dans la décennie à venir, vous pensez que la fuite en avant peut continuer ou d'un moment, il va y avoir des difficultés quand Alors, commençons par l'euro, si vous voulez. Bon. Dans les 5 dernières années, les 10 dernières années, la masse monétaire créée par la Banque Centrale Européenne, la planche à billets, là, la fameuse planche à billets, a été multipliée par 5. La richesse créée a monté de 20%. En tout et pour tout. Donc, pour essayer de faire tenir l'euro, on a imprimé des fausses valeurs, des obligations d'État, que vous émettez à 100, on vous donne 100 euros, puis vous la donnez, elle est à vous. Mais si vous avez créé 500 de valeurs et qu'il y a eu 20 que de richesse créée, il y a 480 qui me paraissent un peu douteux là-dedans, non? Donc ça veut dire que ces 480 de valeurs vont tomber à zéro. Et qu'on va avoir une perte absolument considérable. Ça veut dire que tout ce qui dépend des dépenses de l'État, ou tout ce qui a l'État comme client, ou tous ceux qui ne fonctionnent qu'avec des subventions étatiques, comme la finance verte, là, eh ben ça vaut rien. Ça vaut rien. Les obligations d'État, ce que vous avez, les 1800 milliards d'euros que vous avez, je sais pas quoi, dans vos assurances vie, si elles sont en obligation, ça vaut zéro. Vous ne le savez pas encore, mais par contre, si vous mettiez des actionnaires liquides, ça irait très bien. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous ne devez rien avoir avec l'État. Si vous savez que l'État... Moi, j'ai plein de copains qui me disent « Qu'est-ce que je dois faire de mon argent ?» Ben, je les dis « Je ne sais pas trop, il y en a un ici, dis-moi. » Alors, je dis « Où il est ?» Parce qu'ils me disent tous « L'État va faire faillite. » Je leur dis « Ouais. Où il est ton argent ?» Ben, ils l'ont mis en assurance vie. Ils achètent des obligations d'un État qui va faire faillite, parce que l'État leur donne un avantage fiscal sur l'obligation sur laquelle ils vont faire faillite. Faut être débile, quoi. Ils sont quand même crétins, c'est pas possible. Mais vous savez, un bourgeois français ne renonce jamais à faire une mauvaise affaire s'il y a un avantage fiscal attaché. Celle-là. Non, c'est vrai. Non, mais c'est totalement vrai, mais il fallait bien que quelqu'un le dise. C'est quand même extraordinaire. Et la première question, c'était quoi déjà? Oh, le poids de l'État, ben c'est facile, si vous voulez. Vous avez des fonctions régaliennes. On les connaît tous. Diplomatie, armée, police et justice. Donc, ben ça, il faut que ces gars-là soient extraordinairement bien payés et que l'État soit d'une dureté implacable. Et tout le reste, on n'en a pas besoin. Donc, il faut faire croître comme un fou l'État régalien et fermer tout le reste. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous donne un exemple. L'éducation. Je vous donne toujours l'exemple suédois. Alors, ils ont fait faillite en 92, les Suédois. Peu de gens le savent, mais enfin voilà. Et donc, ils ont ensuite fait des grosses réunions parce que les Suédois adorent se mettre en réunion et puis discuter entre eux, arriver à un consensus. Ils adorent ça. Ils sont vachement bons d'ailleurs. Et donc, ils ont fait des grandes réunions. Ils ont dit, bah alors, tout le monde est d'accord pour que tous les enfants soient élevés aussi bien que possible? Tout le monde a dit, ouais, on est tous d'accord. Deuxième question, tout le monde est d'accord pour que ce soit payé par les impôts? Tout le monde a dit, ouais, ça paraît une bonne idée aussi. Troisième question, tout le monde est d'accord pour que ce soit fait par des fonctionnaires? Ben non, pourquoi? Et donc, chaque famille suédoise a un ticket qu'elle présente pour les enfants,
Et 7 familles suédoises peuvent créer une école. Et à ce moment-là, s'il y a des gens qui présentent leur ticket, ils sont honorés. C'est les municipalités qui honorent les tickets. Ce qui fait que s'il y a une école qui se met à beaucoup monter parce qu'elle est très bonne, ben les maisons autour montent énormément parce qu'il n'y a rien que les parents aiment autant qu'à d'avoir une école bonne autour de chez eux. Vous n'avez qu'à le voir dans le 16e par rapport au 20e, quoi. C'est pas les mêmes prix. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez gardé l'éducation gratuite, payée par les impôts, mais pas faite par des fonctionnaires, qui est faite par des volontaires. Et du coup, en Suède, où il y avait 80 ou 90% de la classe enseignante qui était féminine, maintenant on se retrouve à 50% de mecs qui sont revenus. Parce qu'on les emmerde pas, ils font ce qu'ils aiment enseigner. Et on a des types de qualité qui arrivent parce qu'ils sont beaucoup plus payés que les autres, parce qu'ils sont bien meilleurs. Donc ça permet de faire un système normal de l'éducation. C'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour les transports. L'État peut tout à fait un État prescripteur, en disant, voilà, j'exige qu'il y ait, je sais pas, tant de lits d'hôpitaux, et puis ensuite, c'est le secteur privé qui monte les trucs et qu'il y a concurrence. Donc vous réintroduisez la concurrence sans introduire les riches. Je trouve ça bien. Question. Monsieur au fond. Sans se garde. Moi, je vais revenir à la fin de votre exposé. Vous finissez sur quand même un petit peu d'optimisme en disant que le rapport de force allait s'inverser. Complètement. Mais vous dites aussi au début que finalement on a besoin d'énergie, parce que l'énergie c'est la croissance. Oui. On va avoir une augmentation encore de l'électricité, par exemple en février, il semble de 17%. On a sorti de EDF. Ah, complètement. Si le rapport de force est censé s'inverser, comment après derrière la population va pouvoir réagir? Si elle est plus assez. Ah ben, on va pas rigoler, hein. On va pas rigoler, on va se promener avec les pieds nus dans des sandales de bure et dans la neige, hein. Avec une robe de bure, ça va pas être marrant, mais on va enfin peut-être trouver des solutions. J'étais à une conférence à Londres qui était montée par un truc qui s'appelle ARC, Alliance for Responsible Citizenship, qui était par un de mes amis à Londres, qui a fait 3 jours, qui est l'anti-Davos. Hein. Ils sont en train de montrer un truc qui s'appelle l'anti-Davos. Il y avait toute une série de gars qui étaient plus doués les uns que les autres, qui faisaient des présentations. Et ceux qui faisaient des présentations sur l'énergie, c'était passionnant. Il y en avait quelques-uns qui arrivaient d'Afrique du Sud. Alors, ils ont trouvé en Afrique du Sud une espèce de plante, je sais pas quoi. Ils font des carrés de 1000 hectares, là, dans les déserts, parce que ça pousse dans les déserts, ces trucs-là. Et avec 1000 hectares, bah, si vous avez 12 000 hectares, vous faites tourner une ville, quoi. Avec du gaz naturel qui vient de là. Ça pousse dans les déserts, vous voyez, donc c'est pas... Puis il y en avait un autre qui expliquait, qui était très intéressant aussi, qui expliquait que ils étaient en train de travailler sur des petits réacteurs nucléaires, et qu'on allait avoir des petits réacteurs nucléaires qui fonctionneraient plutôt au thorium, et qui bossaient dessus, que ça commençait à marcher, et qu'ils allaient... Donc, l'idée malthusienne qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, le seul homme qui ait jamais eu en trop sur la Terre, c'est Attali, quoi. Je comprends pas qu'il soit pas suicidé encore, celui-là, parce que depuis le temps qu'il dit qu'il faut que les vieux meurent. 60-65 ans d'âge limite. 60-65 ans, il a 78 ans, il continue à emmerder tout le monde, c'est incroyable. Et en plus, pourquoi il voudrait me supprimer, moi? Qui commence par se supprimer lui. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est que le malthusianisme est une erreur contre l'esprit. Parce que les quantités sont limitées, mais l'esprit humain est infini. Donc, vous trouverez toujours une solution aux quantités limitées. Si vous prenez le PIB de la France en 1945 et le PIB de la France aujourd'hui, le PIB de la France aujourd'hui, il est beaucoup plus léger que le PIB de 1945. Si vous le mesuriez en tonnes, on a baissé de 80%. Mais en valeur, on est monté prodigieusement. Donc ce qu'il faut, c'est s'attacher à la valeur et pas au poids ou à la réalité de la chose. C'est rigolo comme les gens ont du mal à faire les... Ils pensent que créer de la monnaie, ça crée de la valeur, ça n'a rien à voir. Et ils pensent que le rôle de l'entrepreneur, c'est de prendre des trucs qui coûtent 1, puis de faire un produit qui vaut 10. Parce qu'il a ajouté la capacité qu'il avait à mélanger ses produits pour en faire un vrai produit. Donc, encore une fois, si vous mettez des inventeurs, des entrepreneurs, il y en aura toujours trop pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que si on... Mais par contre, le cycle de l'énergie, ça prend à peu près entre 15 et 20 ans pour monter une nouvelle capacité énergétique, ça prend du temps, ces trucs-là.
Et comme on a fait n'importe quoi depuis 20 ans, on risque d'avoir 10 ans devant nous difficiles. Mais si on continue sur le truc dans lequel on est, bien sûr. Mais c'est ça où ils sont terrifiants, c'est qu'ils nous emmènent dans un cul-de-sac, tout le monde s'appauvrit, ils disent « Voyons, vous l'avez bien dit ». Ils sont chiants, ces gars-là. Yes. Oui, bonjour. Monsieur, je fais partie des excommuniés, donc Pourquoi? Oui. un témoignage, les méthodes sont plus violentes que ce que vous avez décrit. Ah oui, elles sont violentes. Hein. Moi, je le sais. Hein. Moi, on m'a fermé mon compte en banque. À moyen terme, mais qu'est-ce qui va rester en France, étant donné qu'on voit, en fait, une partie de sur quoi on pourrait s'appuyer pour sortir aussi bien individuellement que collectivement, ils vont tuer l'enfant. Ou démanteler, voir les petits commerces et les petits entrepreneuriats qui sont faillites entre la montée de l'énergie et l'alourdissement des charges. Et en fait, cette liberté d'entreprendre, elle est très, elle est limitée par le fonctionnariat et le. Oui, tout à fait. Mais vous savez, je vais dire un autre truc que je ne devrais pas dire, mais à partir du moment où on commencera vraiment à ramer en France, où il n'y aura plus rien à bouffer, ou j'en sais rien, à mon avis, les vagues migratoires vont s'arrêter. Ça me paraît à peu près raisonnable. Et à partir du moment où le contrôleur qui viendra contrôler vos entreprises, vous pouvez l'acheter avec un poulet, parce qu'il n'a plus rien pour bouffer, et ça, le problème sera réglé. Quoi. Donc, moi, je suis surpris de la rapidité avec laquelle des économies comme la Russie, la Tchéquie, la Hongrie sont retournées quand ils sont sortis de ce truc impeccable. En l'espace d'un an, hop, on était reparti sur un capitalisme débridé. Quoi. C'était ce que disait Milton Friedman. Vous savez que j'aimais bien. Il disait à partir du moment où tout est contrôlé dans le système productif par des fonctionnaires, la première des choses qu'un homme d'affaires doit faire, c'est acheter les fonctionnaires. Et donc, si le système s'écroule, les fonctionnaires vont devenir de moins en moins chers à être achetés. Quoi. Ça va être un coup comme un autre. Quoi. C'est la première des choses qui va repartir au galop. Alors là, si je pouvais acheter des actions dans le marché noir, je le ferais aujourd'hui. Hein. Ça va repartir, mais alors... Est-ce que pour vous, le dévaluation de la monnaie s'inscrit dans une fatale crise? Que pensez-vous de l'émergence de la crypto-monnaie? Alors, dévaluer la monnaie, et la deuxième, c'était? L'émergence de la crypto. Ah oui, ça c'est un autre truc, ça. On pourra en parler. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? C'est un prix. Un taux de change, c'est un prix. Le prix mesure, entre deux pays, mettons les rapports de productivité. Par exemple, la France, par 10 000 habitants, a 70% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Bon, donc qui paye les fonctionnaires français et allemands? C'est les secteurs privés français et allemands. Rien d'autre, parce que ce n'est pas les fonctionnaires qui vont payer eux-mêmes. Hein, je veux dire, il faut une valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, elle est créée par le secteur privé. Bon. Alors, pendant des années, avant l'euro, le franc français baissait gentiment vis-à-vis du Deutschmark, de façon à permettre aux entrepreneurs français de rester concurrentiels avec les entrepreneurs allemands. Donc ça baissait doucement comme ça, et c'était très bien. Ce n'était pas une dévaluation, c'est un ajustement des prix à des fonctions différentes. Moi, personnellement, qui ai 70% de fonctionnaires de plus en France, ça m'est complètement égal. Si c'est un choix des Français, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais vous ne pouvez pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne. Vous pouvez avoir 70% de fonctionnaires de plus, mais vous ne pouvez pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, parce que sinon, les entreprises françaises se retrouvent en train de payer 70%. Le coût du siège social France est 70% plus cher que le coût du siège social Allemagne. Donc les entreprises françaises voient leur rentabilité baisser. Donc elles ferment leurs usines en France et elles vont la mettre en Allemagne.
Et après ça, tout le monde se plaint de la désindustrialisation. Pas très compliqué. Donc, une dévaluation, c'est simplement, une révaluation, c'est simplement un ajustement des prix à une réalité économique sous-jacente. Voilà, c'est tout. Maintenant, en ce qui concerne les crypto-monnaies, chaque monnaie a 3 fonctions: réserve de valeur, outil de transaction et étalon de valeur. Bon. Depuis 20 ans, les États-Unis, l'Europe, ont fait suivre des politiques pour que la monnaie n'ait plus sa fonction de réserve de valeur. C'est-à-dire qu'on vous donne des taux d'intérêt négatifs, on vous massacre, et donc vous ne pouvez plus épargner. On vous interdit d'épargner. Bien. Et donc, à ce moment-là, le secteur privé se dit, ben, attendez une seconde, moi. Si j'achète des obligations françaises, comme je l'ai expliqué il y a 5 minutes, je vais me faire massacrer. Donc, le secteur privé est en train d'essayer d'inventer des tas de systèmes alternatifs de réserve de valeur. Le plus ancien, dans le grade le plus élevé, c'est l'or, hein, qui existe depuis toujours, mais vous êtes en train, le crypto, ça a beaucoup de points communs avec l'or pour toute une raison technique, je ne vais pas parler ici, mais il y a pas mal de points. Donc, ce que vous êtes en train de voir, c'est une réaction du système privé pour essayer de créer une réserve de valeur dans laquelle les gens comme vous et moi pourront mettre leur argent sans crainte d'être volés comme au coin du bois par l'État. Donc, ils font quelque chose qui est utile, qui est nécessaire. Je ne dis pas que ça va marcher, il y en aura d'autres qui marcheront, mais voilà, je trouve ça fascinant de voir... Moi, j'ai toujours été émerveillé par le capitalisme. Il fait beau, puis d'un seul coup, la pluie se met à tomber, et puis paf, vous voyez 5 gars qui vous vendent des parapluies qui sortent de partout, quoi. Oui, il faisait beau, il n'y avait pas de faute, ils sont tous là avec leur parapluie, ils n'avaient pas eu le temps de répondre, qu'ils sont déjà là, quoi. Donc c'est ça l'incentive. C'est-à-dire que dès que vous avez une incitation, paf, vous vous précipitez, ça marche. Monsieur. Bonsoir, monsieur Gall. Bonsoir. La question sur l'euro. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une alternative crédible à l'euro? Pour la plupart, nos épargnes sont en euros. Oui. Et des fois, on se dit, bon, est-ce que ça serait bien de changer, par exemple, la devise de notre monnaie en francs suisses ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il existe aujourd'hui une ou deux alternatives assez simples, on peut dire, qui pourraient nous protéger d'éventuelles futures dévaluations? Ou disparition. Ou disparition. Ça serait la bonne nouvelle, ça. Ben, vous avez toujours l'or. Hein. L'or, c'est un machin qui est... Moi, je raconte toujours cette histoire, mais enfin, elle est vraie. C'est quand j'étais à la Banque de Suez au début de ma carrière, il y avait un Italien qui était dans le bureau d'à côté. Et il y avait un Italien qui était dans le bureau d'à côté. Et puis, à la fin de chaque mois, il achetait toujours 4 louis d'or, à l'époque. C'était en 1971. Alors, au bout de 3 ou 4 mois, j'étais le voir, moi, toujours curieux. Et puis, je me dis, pourquoi tu achètes de l'or, là? L'or n'avait pas bougé depuis 100 ans. Hein, c'était toujours... Il me dit, écoute, Charles, je suis lombard. Je peux te raconter que depuis 20 siècles, tout le monde est passé en Lombardie. Les Huns, les Vandales, les Arabes, les Villis, tout le monde est passé. Et donc, ça a été épouvantable, je ne sais pas combien de fois. Mais avec une pièce d'or, depuis ces 20 siècles, tu nourris une famille de 4 personnes pendant une semaine avec n'importe quel paysan. Tu vas voir n'importe quel paysan, tu lui donnes un louis d'or, il vous nourrit pendant une semaine. Donc le type, il se disait, bon, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais enfin, il faisait son petit tas pour pouvoir, le cas échéant. Donc, pour répondre à votre question, c'est la première des épargnes, c'est celle de nourrir votre famille pendant une semaine. Bon, ben ça, le petit louis d'or, ça marche encore. Et l'autre, c'est que vous avez des tas, toutes les monnaies qui sont maintenant en Asie, l'Inde, la Chine, Singapour, vous avez toute une série de monnaies là-bas qui sont de très très bonne qualité, qui ne sont pas gérées par des clampins, qui sont gérées par des types compétents. Et moi, si j'avais 20 ans ou 25 ans aujourd'hui, je sais pas, il y a quelque chose qui est intéressant, vous voyez, c'est par exemple, il y a plein de très bonnes écoles militaires en France. Des petites écoles militaires, mais enfin, qui sont très bonnes, pour former au métier de la communication en armée, etc. Ben, je me mettrais bien vendeur de ces formations en Inde. Tiens. Je vais voir le gouvernement indien et je leur dis, dites donc, on a des tas de gars là qui... Donc, si vous voulez, vendre les qualités de formation de l'armée française à l'étranger, ce serait peut-être un métier d'avenir. Le centre de formation. Oui, non, mais je dis, ça paraît logique, on est bon. Ce qui m'a fait donner cette idée, c'est que je les ai vus défiler au 14 juillet. Il y avait toutes les écoles qui défilaient pour la première fois. Je savais même pas qu'il y en avait tant que ça. Il y en avait une 50aine qui défilaient, c'était incroyable. Quel est votre avis sur l'euro numérique qui a été lancé par tout ça? Ah ben ça, c'est une tentative pour vous surveiller. C'est-à-dire que vous aurez votre compte à la Banque centrale,
Et puis comme ça, ils verront, vous avez pris 4 fois l'avion pour les États-Unis cette année, c'est 2 fois de trop. Donc, et puis vous avez pris trop de viande la semaine dernière. Et puis donc, à partir du moment où vous avez votre compte débité à la Banque centrale, qui est identifié avec vous, ils sauront exactement ce que vous achetez, ce que vous vendez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Si vous êtes sur Netflix, si vous regardez, je sais pas quoi. Et donc, c'est une étape de plus pour avoir un outil qui nous contrôle de seconde en seconde. Le Big Brother numérique. Ça, le Big Brother numérique, et puis, non, mais c'est épouvantable. Ça devrait être. Moi, je crois qu'il faut fermer toutes les banques centrales et mettre les banquiers centraux en prison. Oui? Justement, parce que est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, les peuples vont en avoir marre de ce glissement totalitaire et qu'à un moment donné, ça va. Alors, ça, c'est une idée qui est intéressante. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis dans les années 60 qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous mettez dans une salle comme celle-là, vous tracez 3 grands traits noirs sur le mur, comme ça, et il y en a 2 qui sont évidemment similaires, et un qui est un peu différent, un peu plus petit ou un peu plus grand, je ne sais plus. Et puis, la moitié de la salle est au courant, et on demande, je ne sais pas, à vous par exemple, on lui demande quels sont les 2 pareils, et vous répondez les 2 qui ne sont pas pareils. Vous voyez, vous répondez un, et puis l'autre qui est pas pareil que les autres. Et puis vous faites ça comme ça pendant 10 ou 15 fois, et tout le monde répond les 2 mauvais, et le 16e qui lui est pas au courant, il se dit, mais c'est ces 2-là qui sont pareils. Mais il a tellement la trouille, parce que les 15 autres ont déjà dit que c'était pas cela, qu'ils disent ce que les autres ont dit. Donc d'après toutes les études qui ont été faites, il y a à peu près 20% de résistants dans une population, c'est-à-dire qu'ils disent j'en ai rien à foutre, votre truc, c'est ceux 2-là qui sont pareils, et 80% qui se couchent. Donc la question que vous devez poser, c'est pas les 80%, pas de définition, ils vont jamais se révolter. C'est comment on organise les 20 pour aller leur couper la tête. C'est ça la vraie question, il n'y en a pas d'autre. Hein. Oui? Monsieur. Bonsoir, monsieur Yann. Alors, 2 questions. Les Hongrois, ils se défendent bien, mais quelles questions qui se défendent bien? Ah, c'est facile, les Hongrois, ils ont dit, écoutez, ils étaient dans une situation un peu comme la nôtre, catastrophique, ils avaient eu des gouvernements socialistes, ils étaient endettés, rien ne marchait. Et il y a Orban qui est arrivé, et qui a dit, vous savez quoi, on va d'abord partir d'une vérité première. Boum. J'ose à peine la dire, j'ai honte. Nous sommes chrétiens. Boum, nous sommes chrétiens, disent les Hongrois. Premier truc. Deuxièmement, ce qui est important, c'est la famille. Deuxième stade. Troisièmement, ce qui est important, c'est que les femmes aient des enfants. Et quatrièmement, que les autres pays foutent bien la paix à la Hongrie, donc il n'est rien à dire ni sur leur politique d'immigration, ni rien. Et ça fait quoi, la 3e fois qu'il se fait réélire avec une majorité des 2/3. Donc, lui, il fait partie des résistants. J'ai un ami qui m'a demandé votre avis complet possible sur la crise sanitaire qu'on a vécue. Oh, la question essentielle, je vais vous répondre rapidement. Après avoir regardé tout ça longtemps et me poser des tas de questions, je suis arrivé à la conclusion que la crise sanitaire avait été organisée pour nous mettre en prison. On ne nous a pas mis en prison pour régler la crise sanitaire. On avait envie de nous mettre en prison, on a pris la première hypothèse qui se présentait, on nous a mis en prison pour ça. Parce que vous ne voyez pas dans les statistiques démographiques françaises la trace des décès du Covid. Il n'y a pas un creux. D'habitude, quand il y a une épidémie, vous avez un creux, là, il n'y a que dalle. Vous voyez rien. Donc, on nous a... Et pour nous amener là où on voulait, il fallait aussi que la France soit ruinée. C'est-à-dire qu'on a emprunté de l'argent et fait n'importe quoi avec, de façon à ce qu'on soit obligé de passer par le FMI. Donc, vous voulez, tout ça, c'est dans le même... Ne pensez pas qu'ils sont gentils. Ce que j'essaie de vous dire assez simple, c'est qu'on a tous été élevés avec l'idée du bien commun. Le gouvernement recherche le bien commun. Ben, c'est pas vrai du tout. Ces gars-là, ils ne recherchent pas du tout le bien commun. Ils recherchent leurs avantages personnels. Ça n'a rien à voir avec le bien commun. On est gouverné par des crapules. C'est étonnant. Monsieur. Oui, vous venez de dire par rapport au bien commun, bien individuel, mais la base du pluralisme, c'est la bien individuelle. Ça, c'est vous avez fait de mauvaises études. Hein. Vous avez fait de mauvaises études, on vous a dit des bêtises à l'école. Ça n'a rien à voir avec le libéralisme.
Le libéralisme, c'est la liberté. La liberté, vous savez quelle est la définition de la liberté, d'après l'Église, hein, qui est une spécialiste. La liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc, il y a pas des tas de gens qui pensent que le libéralisme, c'est la licence de faire n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. C'est pas vrai du tout. Il ne peut pas y avoir de libéralisme. Donc, par exemple, j'ai du mal à penser qu'il puisse y avoir un libéralisme dans un pays autre que chrétien. Je pense, il n'y a pas d'exemple que ça ait marché ailleurs. Donc d'abord, il faut être chrétien. Donc, l'individualisme ne veut pas dire l'égoïsme. L'individualisme, c'est la recherche de votre projet personnel. Et une fois que vous avez réussi ça, vous essayez de le mettre au service des autres. Mais c'est pas l'État qui va vous forcer à le mettre au service des autres. C'est vous-même qui décidez. Quand une petite sœur des pauvres reçoit 100 € pour s'occuper des pauvres, il y a 95 qui vont aux pauvres. Quand on vous prend 100 € d'impôt pour donner aux filmaires, il y a 5 qui vont aux filmaires et 95 qui vont aux fonctionnaires qui font tourner le bildu. Donc, si vous voulez, l'égoïsme, ça n'a rien à voir avec l'individualisme. C'est même le contraire. L'individualisme, c'est la recherche de perfection pour soi-même. Ça n'a rien à voir. Alors, quel est votre livre préféré d'Ayn Rand? Et numéro 2, justement, par rapport à ce qu'on dit au christianisme, il y a quand même une différence entre les protestants et les catholiques, c'est que les protestants ont l'armée, les catholiques. Oui, c'est une bonne question. Alors, Ayn Rand, bah, moi, ce que j'aime, si vous voulez, c'est celui qui a été traduit en français, c'est La Grève, qui s'appelait Atlas Shrugged en anglais, qui est une merveille, qui vous décrit une société, comment une société fondée sur la bienfaisance forcée, si vous voulez, tout le monde doit être gentil, le bisounours, quoi, allez, comment une société de bisounours va directement vers le désastre. Mais elle décrit ça merveilleusement. vous lisez Ayn Rand aujourd'hui, son livre a été écrit dans les années 40, oui, je crois 49 ou 50, et vous avez l'impression de voir la France d'aujourd'hui, quoi. C'est incroyable à quel point c'est... vous avez exactement l'impression de voir la France, c'est incroyable. Et quelle était la deuxième question? Catholiques, protestants. Catholique, protestant, oui, vous savez, c'est... je crois qu'il y a eu... c'est-à-dire que je ne crois pas, c'est ce que je mets dans mon livre en tout cas, qu'il y ait de solution collective. Comme il n'y a de solution qu'individuelle. Donc, vous soyez un bon protestant ou un bon catholique, si vous essayez de devenir ce que vous devez être et qu'ensuite vous le mettez à la disposition des autres, ce sera aussi bien. Peut-être dans les sociétés protestantes, y a-t-il un plus grand recours à l'hypocrisie? C'est gratuit, ça. Hein? Non, c'est parce que c'est je m'explique, bah oui, elle a raison ma fille, là, mais c'est pas gratuit, c'est que dans les sociétés protestantes, le type qui a réussi, de façon exceptionnelle, il pense qu'il est élu par Dieu. Alors que le catholique, lui, il sait qu'il a eu du pot. C'est là où je veux dire, c'est que les protestants ont une tendance à croire que s'ils ont réussi, c'est que, dans le fond, ils sont bien meilleurs que les autres, quoi. Moi, ça m'inquiète, ça. Laurent Kitz, une dernière question. Une dernière question, monsieur. Je sais que votre père s'est porté de manière plus que pendant la dernière guerre. Oui. Et justement, je me demandais aujourd'hui si vous voyez des personnes qui sont dignes pour lui de faire les choses autrement. Ah, il y en a plein. Il y a beaucoup de traîtres et de lâches, mais il y en a, oui, mais il y en a beaucoup. Mais je vais vous dire un truc. Je dis le monde s'est séparé entre ce que j'appelais les hommes des arbres. Vous savez, c'est une idée qui vient de Tahiti. Il y a les hommes des arbres qui naissent sous un arbre et qui attendent que la noix de coco tombe, et qui restent sous l'arbre et qui sont très contents, quoi, qui ne bougent pas. Puis il y a le type que les Tahitiens appellent l'homme des bateaux, qui coupe l'arbre, qui a fait un bateau pour aller voir si l'île d'à côté n'est pas mieux, quoi. Je veux dire, donc, le monde est séparé entre les types qui sont contents, mettons, qui sont contents dans leur pays, et puis les types qui sont pas contents, qui vont voir ailleurs. Donc, les globalistes et les patriotes, quoi. C'est comme ça. Le vrai problème, c'est que les globalistes, ils s'agrègent naturellement les uns avec les autres. Ils montent des coups ensemble, ils travaillent sur prendre des contrôles. Je veux dire,
et puis que les types sous les arbres, bah, c'est comme c'est d'amener paître un troupeau de chats, quoi. Vous voyez, c'est que les types, ils ont autre chose à foutre, il y a un autre coco qui va tomber, enfin bref. Donc, le vrai problème, c'est que les vrais indépendants, les vrais libéraux, allez, sont extrêmement difficiles à organiser. Moi, j'ai connu ça, hein, il y a plein de libéraux en France, et on se réunit dans une cabine téléphonique à 3 et on n'est pas d'accord, quoi. Alors, c'est très difficile de faire quelque chose avec les libéraux, très. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, faites des efforts individuels, parce que c'est pas les autres libéraux qui vont vous aider, quoi. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.